C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV en ce jeudi 18 juin, un journal présenté par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Avant les titres, un point sur votre météo de demain. Regardez, nous basculerons en alerte orange, canicule pour la journée de vendredi dans nos deux départements. Des températures, vous le voyez, très hautes. La minimale sera de 21 degrés et la maximale demain après-midi de 35 degrés. Justement à la une de notre journal, cette canicule et ses conséquences. Et oui, nous consacrerons une partie de cette édition à cette nouvelle vague de chaleur. Jusqu'à 42 degrés sont attendus dimanche en Indre-et-Loire. Des températures qui ont des conséquences sur les écoles, les festivités ou encore les moissons, mais aussi les personnes à la rue. Un sujet qui sera traité également avec notre premier invité ce soir, Marc Leprince. Président de l'association des maires ruraux d'Indre-et-Loire, il nous expliquera comment peuvent agir les maires pour préserver la population de la chaleur. Et puis, nous reviendrons sur le comptage des dossiers d'infraction sur mineurs. C'était une demande du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, après la mort de la petite Liana dans le Gers. Le parquet de Tours en compte 560. Ils devront être traités en priorité. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Pourquoi et comment faire un bilan de compétences? Une question qu'on posera à Isabelle Morera, consultante recrutement et intervenante au sein de Excelia. Elle sera avec nous à la fin de notre journal. Mais d'abord, vous l'avez constaté, la chaleur s'installe durablement sur nos deux départements. Oui, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher passeront en vigilance orange canicule. Demain, une chaleur qui a des conséquences. Des festivités sportives et culturelles modifiées ou annulées, des moissons sous haute vigilance ou encore des écoles qui doivent s'adapter. Et justement, nous vous avons posé cette question sur nos réseaux sociaux. Canicule, des écoles ferment leurs portes. Selon vous, cette décision est-elle justifiée? La réponse est oui. En grande majorité, 85% d'entre vous pensaient que c'est une mesure de protection. Et le maire de Tours donnait justement cet après-midi une conférence de presse à ce sujet. Gabriel Ziar y a assisté. Le maire de Tours l'a annoncé tout à l'heure, les écoles seront bel et bien fermées les après-midi de lundi et mardi prochain. Il ajoute que des dispositions seront prises pour accueillir au mieux les élèves qui ne pourraient pas rentrer chez eux. Est-ce qu'on peut imposer à des enfants d'avoir cours dans des classes où il fait 40 degrés? Donc là, notre décision, c'est justement pour qu'ils puissent s'organiser et faire en sorte que, ils puissent trouver la bonne solution pour lundi. Après, on a quelques établissements refuges et on trouvera toujours des solutions. Si on est dans des cas extrêmes, bien sûr, on aura cette flexibilité de pouvoir accueillir les enfants. Du côté de l'éducation nationale, les réunions s'enchaînent sans qu'aucune consigne claire ne soit pour le moment donnée. Une prise de parole du ministre au sujet de cette canicule pourrait avoir lieu dans les prochains jours. En attendant, la gestion de crise semble se faire au cas par cas. Exemple dans le collège de Montlouis-sur-Loire, où les parents ont reçu un mail qui recommande fortement de récupérer leurs enfants l'après-midi pour les journées de lundi et mardi. À Neuilly-et-Pont-Pierre aussi, les écoles seront fermées en début de semaine prochaine. La canicule impacte aussi les festivités culturelles et sportives. Le festival itinéraire bis qui se tient dans la commune de La Riche a dû s'adapter. Les spectacles prévus dans le parc du château du Plessis sont maintenus tandis que les autres seront décalés de quelques heures. D'autres ont fait le choix de supprimer leurs activités. C'est le cas du trail du Noble Jouet qui a préféré annuler afin de garantir la sécurité des coureurs. Face à cette période de canicule qui risque de durer, les risques d'incendie vont de mise. Le préfet recommande donc aux agriculteurs de rester vigilants en cette période de moisson. Cet épisode caniculaire devrait durer. On attend, comme on vous le disait, jusqu'à 42 degrés en Indre-et-Loire dimanche. Des températures qui seront environ 10 degrés supérieures au normal de saison jusqu'à la fin du mois de juin et peut-être au-delà. Écoutez. Cette canicule qu'on va connaître va être du même acabit un petit peu que celle de 2003, mais pourrait l'être même un petit peu plus du fait de sa précocité, d'une part, de son intensité et de sa durabilité. On sait qu'on va se diriger vers un été qui s'annonce chaud, voire très chaud. Donc les mois de juillet, août, on devrait être sur des températures qui vont être encore élevées. On va être aussi sur une situation où il n'y aura pas beaucoup de précipitations, donc une sécheresse qui va s'aggraver aussi au fil du temps. On a une sécheresse de surface du coup qui est en train de littéralement s'épandre et d'augmenter. Les nappes phréatiques, pour le moment, on reste sur des niveaux assez bons, mais on observe quand même une certaine baisse qui se met en place et qui va du coup s'aggraver avec ces fortes chaleurs.
Et on continue à parler de la chaleur avec notre premier invité de ce journée, Marc Leprince. Nouveau président de l'Association des maires ruraux d'Indre-et-Loire, il succède à Jérôme Field, désormais élu d'opposition à Chinon. Une prise de fonction qui démarre fort donc avec cette nouvelle vague de chaleur. Soyez le bienvenu. Bonsoir Marc Leprince. Merci. Une réaction d'abord à cette prise de parole du préfet d'Indre-et-Loire qui rappelle à la mairie de Neuilly-Pompière qu'elle ne peut pas prendre elle-même la décision de fermer une école parce qu'il fait chaud. Est-ce que vous comprenez cette posture ? C'est très compliqué de répondre à cette question. Il en va de la responsabilité quand même du maire, qui est quand même responsable de ce qui se passe sur sa commune. Maintenant, je dirais qu'il faut quand même une concertation au préalable, avant de prendre de telles décisions, mais une concertation avec le préfet, avec l'éducation nationale et puis les maires concernés, parce que on peut pas il est très difficile d'établir une règle. Chaque commune est différente, chaque école est différente, les bâtiments sont complètement hétéroclites, ils n'ont pas tous la même configuration, donc c'est à chacun d'adapter presque au cas par cas. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Est-ce que d'autres mairies vous ont déjà fait part de leurs inquiétudes, de leur volonté de fermer des classes ? Oui, alors même chez moi, hein, donc à la Ferrière. À la Ferrière, oui, la question s'est posée. Alors la difficulté dans certaines communes, c'est qu'elles ne sont pas forcément en école constituée, et elles sont parfois en regroupement pédagogique. Donc il y a différentes communes qui mettent leurs enfants. Donc ça complexifie un peu les choses. Pour autant, pour ce qui est de ma commune, hein, puisque nous sommes en regroupement pédagogique, mais c'est un dialogue que l'on a avec la directrice, donc, ou les directeurs, hein, dans quel cas. Mais pour ce qui est de la commune de la Ferrière, eh bien, on s'est dit que la semaine prochaine, probablement, on envisagerait d'informer les parents pour que ceux qui le peuvent... N'emmènent pas les enfants à l'école. Ah oui, ça peut être une solution. Ceux qui le peuvent, à condition qu'ils aient un moyen de garderie. Il faut penser aussi aux gens qui travaillent. C'est une obligation d'accueil quand même. Et l'obligation d'accueil. Donc on part sur le principe d'ouvrir l'école le matin, faire une action pédagogique le matin, et l'après-midi, si les enfants n'ont pas pu être récupérés, eh bien, les enseignants prennent les enfants et puis vont... Alors nous, on a mis à disposition la salle des fêtes, qui est un peu plus fraîche, et l'église. Donc on peut faire des groupes pour que chacun s'y retrouve. Mais encore une fois, moi j'ai cette configuration-là, mais ce n'est pas valable chez tout le monde. Alors vous nous parliez tout à l'heure de la préfecture, des services de l'éducation nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que les maires attendent de leurs supérieurs, si je puis dire, en tout cas des décideurs? Est-ce qu'ils se sentent écoutés, compris quant à ces fermetures? Alors, écoutez, oui. Compris, je ne sais pas. Moi, je prends le dialogue. Il faudrait que, quand on a connaissance de ces épisodes caniculaires, eh bien, qu'il y ait le préfet, l'éducation nationale, peut-être le président de l'association des maires ruraux, avec le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire. On se réunit et puis on décide d'une conduite à tenir. Et puis, voilà, ça serait peut-être une bonne chose. Est-ce qu'il faudrait donc une règle claire, des prises de décision claires, du coup, de la part des services de l'État? Oui. Ça serait ça l'objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est vraiment au rendez-vous? Est-ce qu'on a peut-être laissé un peu passer le temps? Alors, je vais dire que tous les maires sont au rendez-vous, quels qu'ils soient. Chacun prend ses responsabilités, parce qu'à un moment, il faut bien qu'on les prenne. Et les maires sont là. Ils sont là pour écouter les enseignants, qui sont avec les enfants, dans des classes parfois surchauffées. J'y suis allé aujourd'hui. Dans la cour d'école, il fait chaud. Il y a des zones d'ombre, mais il fait chaud quand même. Donc il faut aussi écouter les enseignants et puis mesurer avec eux ce qu'il est possible de faire. En tant que président donc, des maires ruraux, quelles sont vos préconisations, vous en particulier en tant que maire de la Ferrière? Comment est-ce que vous prenez soin de vos administrés lors des pics de chaleur? Nous avons mis en place un plan canicule. Donc le plan canicule, c'est quoi? Eh bien, ça se résume en la tenue d'un registre sur lequel sont inscrits des personnes d'une manière volontaire, je précise. Donc on a fixé en priorité, ciblé en priorité les personnes âgées, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 70 ans. On leur demande, on les questionne, voulez-vous être inscrits sur ce registre? Et puis après, on va chercher aussi les personnes parfois isolées, un peu loin, dans des hameaux isolés, ou alors des personnes qui n'ont pas forcément 70 ans, mais qui ont peut-être des pathologies qui nécessitent une prudence. Et puis, donc, les gens se sont inscrits d'une manière volontaire. L'idée, c'est de les appeler, d'aller chez eux, voir s'ils vont bien, du coup? Oui. Alors, sur ce registre, il est simple. Bon, les coordonnées, bien évidemment, mais on a aussi le médecin traitant. En cas d'urgence. Et puis, un contact familial.
Et donc ça nous permet d'aller au plus urgent parfois. C'est jamais arrivé chez moi, mais voilà, on sait qu'on a ces numéros à notre disposition. Alors tout ça, c'est dans les règles de confidentialité avec le RGPD maintenant. Donc, mais voilà. Donc, et puis on va dès demain, je pense, prendre les nouvelles de ces personnes, soit par téléphone pour ceux que l'on connaît comme étant relativement valides. Oui. Un coup de téléphone suffit, mais par contre, il y en a certains autres, il va falloir aller sur place. Voilà. Peut-être une méthode à généraliser. Merci beaucoup, Marc Le Prince, d'être venu nous voir. Je le rappelle, nouveau président de l'Association des maires ruraux d'Indre-et-Loire. Et comme nous venons de le dire, cette chaleur est un réel danger pour toutes les personnes vulnérables. Oui, nous vous parlions hier des personnes âgées, à l'instant également, des enfants dans les écoles, bien sûr. Mais les personnes les plus exposées sont peut-être les personnes sans domicile fixe. Les rues sont très chaudes. Le SAMU social, avec l'appui des associations, organise donc des maraudes pour leur venir en aide. Faustine Luneau a suivi la Croix-Rouge à Tours cet après-midi. Ces bénévoles de la Croix-Rouge se préparent pour une maraude un peu exceptionnelle en plein après-midi. Normalement, elles ont lieu uniquement le soir, mais avec les fortes chaleurs, la fréquence des rondes a été augmentée. Les bouteilles d'eau fraîche et quelques fruits sont chargés à l'arrière du camion, direction le centre-ville de Tours. On ne voit pas forcément qu'un public qui n'a pas d'abri. Il y a aussi des gens qui sont dans des situations très précaires, mais qui ont un logement, juste les fins de mois sont un peu plus compliquées, etc. Si on croise une personne qui nous arrête et qui nous demande une bouteille d'eau, en fait, on est là pour distribuer et qu'ils sachent que nous, on est là et que sur toutes les périodes de grosse chaleur, ça a toujours le même fonctionnement, si vous voulez. Une distribution d'eau, de nourriture, de vêtements et un moment de sociabilité bien apprécié des personnes à la rue, car les bénévoles de la Croix-Rouge sont devenus des visages connus. Bah oui, ils sont très réconfortants. Il y a mon petit Paul, il y a... Alors, la petite Lucie, je viens de la connaître, ils me connaissent tous ici. Des rencontres et une aide bienvenue, car sans abri, pas toujours facile d'échapper à la chaleur. Pour trouver des lieux au frais, il faut souvent s'éloigner du centre-ville et donc des sources de nourriture. C'est chaud au quotidien, sans clim, vous imaginez bien que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Nous, on est beaucoup en bord de Loire, à Londres, le moins en ville possible en soi, parce que c'est là qu'on est le plus. Moi, j'ai un chien, du coup, qui le subit d'autant plus que moi, la chaleur. La chaleur fait qu'on évite de sortir, mais du coup, on s'alimente moins, ce qui fait qu'on est d'autant plus fatigué, quoi. Et cette météo de plus en plus extrême les inquiète pour la suite de l'été. Juillet, août, même septembre, je pense que ce sera chaud. Moi, avec deux copains, on ne reste pas ici. Vous allez où? Vamos à la playa. Ici, en plein centre-ville, et pas de l'air. À Tours, la vague de chaleur devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Les maraudes de la Croix-Rouge et d'entraide et solidarité devraient donc rester plus fréquentes sur cette période. Allez, justice à présent avec cet homme interpellé à Tours. Il repérait ses victimes avant de s'introduire chez elles pour les agresser sexuellement. Selon nos confrères de la Nouvelle République, un jeune homme âgé d'entre 15 et 20 ans a été arrêté hier puis placé en garde à vue. Il aurait agressé 2 femmes dans la matinée. Il a été retrouvé dans un immeuble du quartier du Sanitas. Et puis retour sur le comptage des dossiers d'infraction sur mineurs. Une demande faite au magistrat après la mort de la petite Liana il y a quelques semaines dans le Gers. Les procureurs généraux ont dû répertorier les dossiers concernant les violences sexuelles sur les jeunes. Le parquet de Tours en compte 560. Ils devront être traités en priorité, au détriment parfois d'autres dossiers et en dépit de problèmes d'effectifs. Léa Turquier. 560, c'est le nombre de procédures en cours passées par le tribunal de Tours en lien avec des violences sexuelles commises sur des mineurs. Autant de dossiers qui sont repassés au peigne fin par des équipes composées d'un magistrat, d'un greffier et d'un attaché de justice. On priorise et on porte on attache plus d'attention sur les procédures dans lesquelles les victimes sont encore mineures, également celles sur lesquelles on a un auteur désigné. On essaye aussi d'identifier les procédures dans lesquelles il y a déjà eu des actes médicaux de fait. Un travail demandé à tous les procureurs d'ici le 14 juillet prochain par le ministre de la Justice Gérald Darmanin suite à la mort de la jeune Liana. Il a notamment pointé de graves défaillances de la justice dans cette affaire. Un réépluchage des dossiers donc qui demande du temps et des effectifs dans un contexte déjà tendu. Les gens veulent plus de justice, réclament justice. Et donc ils veulent plus de justice, plus de juges, des juges qui puissent traiter les affaires mieux
et plus rapidement. Voilà. Nous, on est vraiment d'accord pour travailler sur ces sujets-là. Hein. C'est vraiment des sujets qui nous motivent énormément et voilà, on mettra les moyens qu'il faut, enfin les moyens qu'on nous donnera. Le parquet de Tours compte 11 magistrats pour 600 000 habitants. Pour coller à la moyenne nationale, il devrait être 18. Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique. On vous répond avec notre invitée ce soir, Isabelle Morera, consultante recrutement et intervenante au sein de Excelia pour répondre à cette question. Pourquoi et comment faire un bilan de compétences? Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors tout le monde a déjà entendu parler du bilan de compétences, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et surtout comment ça se déroule? Je crois qu'il y a différentes phases. On va le voir à l'image justement. Effectivement. Alors, il faut se dire qu'avant tout, c'est un moment d'échange avec un professionnel qui va permettre de mieux se connaître et d'être orienté vers un projet professionnel ou un projet de formation. Ça va se passer donc en 3 étapes, 3 phases qui sont réglementaires. La première phase, c'est la phase préliminaire où là, on va analyser les besoins de la personne, du bénéficiaire, comme on l'appelle. Ensuite, la phase d'investigation. Alors là, c'est clairement la phase la plus importante. On explore à travers du questionnement, à travers des tests et différents outils pour connaître vraiment qui est la personne, à savoir ses compétences, donc l'aider à identifier ses compétences, ses motivations, ses intérêts aussi. Ses limites aussi parfois aussi par rapport au projet. Oui, c'est ça. Parfois, il peut avoir des freins et qui ne sont pas toujours conscients. Donc, c'est l'aider à dépasser ça aussi. Et puis, une fois qu'on a identifié qui est la personne, ses motivations et ses intérêts, que ce soit d'ailleurs des intérêts professionnels, mais également sur sa vie personnelle, c'est ça, eh bien, on va l'orienter vers des cibles métiers. C'est la phase de conclusion, du coup, ça. Alors, une fois qu'on a identifié qu'on a orienté vers des cibles métiers, on a la phase de conclusion. Et à ce moment-là, on va construire les étapes pour mettre en œuvre le projet professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bilan de compétences, il concerne tous les actifs. Tout le monde est concerné. Si on nous regarde ce soir, tout le monde est concerné. C'est ça. Alors, on entend par actif salariés, employeurs, auto-entrepreneurs, mais également demandeurs d'emploi. Ils sont considérés comme des actifs. Ça, je pense que c'est des gens qui oublient parfois qu'il existe ce système de bilan de compétences. Oui, et en plus, ils peuvent avoir un financement par France Travail. On exclut en fait principalement les retraités et les étudiants. Combien de temps ça dure justement toute cette phase de bilan de compétences si on prend justement les 3 phases que vous nous avez présentées? Alors, en général, c'est 24 heures maximum qui vont s'étaler sur une durée de environ 3 mois. 2 à 4 mois, ça dépend. Et c'est des différentes sessions de 2 heures d'entretien. Il faut autant de temps justement pour faire un bilan de compétences. C'est important de respecter, vous le disiez, 2 à 3 mois pour réaliser ces différentes phases. Il faut quand même du temps parce qu'en fait, il y a un travail personnel entre chaque étape. Et en fonction de comment la personne veut avancer ou veut cheminer, ça peut prendre plus de temps. L'intérêt, évidemment, le pourquoi de ce bilan de compétences, c'est cette fameuse reconversion professionnelle dont on parle tant, justement, de se faire accompagner, justement, pour savoir où on peut et où on veut vraiment aller. Oui, principalement la reconversion professionnelle, mais pas que. En fait, ça peut aussi être pour évoluer professionnellement en valorisant ses compétences professionnelles. Et puis, ça peut être aussi pour donner du sens à son travail quand on est un petit peu perdu. On a besoin de clarifier son projet professionnel. Et aussi pour les personnes qui ont vécu un burn-out ou un licenciement, ça permet de redonner confiance en soi. Donc pas que l'idée de la reconversion professionnelle. Exactement. Si on souhaite se lancer dans un bilan de compétences, il y a le fameux CPF, le compte personnel de formation. On le répète régulièrement, mais tout à chacun, là aussi, en tant qu'actif. On a un budget, tout salarié a un budget sur le compte personnel de formation qu'il peut utiliser pour de la formation ou pour financer son bilan de compétences à hauteur de 1 600 €. Donc après, si le bilan de compétences est plus cher, c'est un reste à charge. On s'adresse à qui directement? On va sur Internet pour voir ce fameux CPF? Alors, on va sur Internet et si justement on va sur moncompteformation.gouv.fr, on sélectionne bilan de compétences et on a la liste de tous les prestataires sur une zone géographique donnée. Donc on sera suivi justement pour nous accompagner dans ce bilan de compétences. Et on sera en tout cas financé et suivi pour le bilan de compétences. Donc il faut se lancer, que ce soit pour une reconversion professionnelle ou pour aussi une autre situation, si on souhaite évoluer ou dans un cas de burn-out pour faire suite à ça. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Et si vraiment on hésite, moi j'aurais tendance à dire que prenez contact avec un prestataire ou plusieurs prestataires, déjà pour vous conforter dans l'intérêt de faire le bilan de compétences et avoir un premier échange. Et puis,
Il faut savoir que c'est gratuit ce premier échange, hein, donc n'hésitez pas à prendre contact. Et la deuxième chose, c'est faire un bilan de compétences. Ça ne veut pas forcément dire repartir à zéro, c'est prendre en main son avenir professionnel, donc dans ce sens, n'hésitez pas. Merci beaucoup Isabelle Borira, consultante recrutement, d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci Lucas. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à vous. On rappelle cette alerte orange canicule à partir de demain avec des températures très élevées. Donc, hydratez-vous et prenez soin de vous. Rendez-vous demain à 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.